Alors, je vais demander s'il vous plaît, à Laurent Amonton, Olivier Varteressian, Léa Lécuyer et Mathis Moisson d'allumer leur caméra, s'il vous plaît. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour se présenter dans pour cette table ronde. Je vais laisser la parole à Laurent Amonton pour se présenter dans un premier temps. Oui, bonjour, bonjour Cécile, bonjour à tous. Donc moi je suis enseignant-chercheur à l'UFR des sciences et techniques, donc dans le domaine de l'informatique. Alors je fais partie du laboratoire LITIS, LITIS qui veut dire laboratoire d'informatique, de traitement de l'information et des systèmes, et qui regroupe en fait plusieurs équipes de recherche entre Rouen et Le Havre. Moi, je suis dans l'équipe RI2C, réseau d'interaction et intelligence collective. Puis je suis là surtout parce que je suis avec mon collègue Antoine Dutot, responsable du master eWorks, master informatique. eWorks, donc pour ingénierie du web, objets communicants et systèmes complexes. Donc, master qui est proposé en formation initiale et également en alternance depuis 4 ans et dans lequel on a mis en place l'approche compétences. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation. Euh, je vais proposer à Mathis Moisson de se présenter. Donc bonjour à tous, je m'appelle Mathis Moisson, je suis étudiant en Master 1 droit public des collectivités territoriales. J'ai été pendant 2 ans président de la Fédération des étudiants du Havre et membre du conseil d'administration de l'université à l'UF Normandie. Et aujourd'hui, je suis élu à la CFVU et au SCA de la commu Normandie Université. Merci, Mathis, pour ces précisions. Léa Lécuyer, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je suis étudiante en Master 1 carrière judiciaire au Havre. J'ai fait ma licence au Havre et je fais partie du BDE droit Le Havre et je suis aussi élue CFVU. Merci beaucoup. Et enfin, Olivier Varteressian, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Donc, Olivier Varteressian. Alors moi, je suis chef d'entreprise. Je suis chef d'une entreprise en fait qui est spécialisée dans l'accompagnement humain en entreprise et dans le développement du leadership. J'ai été DRH pendant une vingtaine d'années, notamment au sein du groupe Renault, à l'usine de Cléon et puis aussi dans la filiale digitale du groupe Renault. Et je suis aussi le chef de file emploi formation du MEDEF Normandie, ce qui m'amène notamment à être dans la gouvernance de la formation professionnelle et d'un certain nombre d'organismes de financement de la formation professionnelle comme Transition Pro Normandie par exemple, ou bien la R2I Normandie qui finance les formations pour les entreprises interindustrielles. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, je sais que dans le public qu'on ne voit pas, mais qui est là, si vous avez des questions, on va essayer je vais vous proposer de les mettre dans la conversation et on va les noter et on y répondra à la fin de la table ronde. Si jamais on voit qu'il y a plein de questions sur le même thème d'un coup, et ben on s'interrompra. C'est pas super grave, on n'est pas 5000, hein. Euh, mais on va essayer voilà, de ranger les choses et de le faire à la fin. On s'est laissé 15 minutes pour les questions à la fin. Voilà. J'espère que ça vous convient. Donc, je vais d'abord m'adresser. On est super content qu'il y ait 2 étudiants. Merci d'être là, enfin un étudiant et une étudiante, parce que voilà, on est toujours en train de discuter de l'approche compétence sans pour autant s'adresser aux premiers intéressés. Et donc, je vais commencer par vous poser les questions souvent à vous deux, si ça vous convient. Parce que la première question, je pense que voilà, Laurent Amonton et Olivier Verteressian compléteront, mais c'était de savoir quel impact, dans vos représentations à vous, quel impact aurait l'approche compétence sur votre formation. Vous êtes tous les deux dans le droit, dans des formations de droit, mais voilà, sur votre formation ou sur la formation de de vos collègues étudiants. Quel impact pour vous ça aurait si tout passait en approche compétence? Pour moi, ça permettrait de savoir mieux se situer au niveau de ses propres compétences. Ça peut permettre aussi un certain bien-être pour l'étudiant qui sait ce qu'il vaut dans sa formation et voir une certaine évolution au fur et à mesure des années. Ça peut aussi l'aider, je pense, notamment dans les entretiens professionnels, savoir se valoriser et se mettre en avant sur ce qu'il a acquis durant ces années. Merci. Est-ce que vous voulez compléter, Mathis?
Oui, oui. Alors, sur ce point, je pense que l'approche compétence aurait ses avantages, notamment de personnaliser les formations, au-delà de les professionnaliser. Et je pense que le développement de mise en situation, le développement euh, de contextualisation peuvent aider à mieux se rendre compte de ce qui est attendu par la suite dans le monde professionnel. Et sur le point de vue plus, comment dire, sur l'orientation, je pense que l'approche compétence pourrait avoir également cet avantage et cet impact que, notamment vis-à-vis de la formation droit, avoir plus de lisibilité dans le continuum bac-3, bac+3. Au lycée, on ne fait pas de droit, par exemple, et je pense que davantage de ressources d'information seraient les bienvenus. On saurait ce qui est plus ou moins attendu dans le cursus envisagé. Et donc, sur ce point, je pense que l'orientation étant nécessaire et indispensable, ferait toute sa différence. Merci beaucoup. Est-ce que, Olivier Vartérétion, est-ce que vous voulez compléter ce propos par rapport à l'impact et du point de vue professionnel? Oui, merci. Alors, du point de vue professionnel, je dirais très simplement, en fait, quand je suis en situation de recrutement, c'est-à-dire, je suis une entreprise, je cherche quelqu'un à recruter, les deux grandes questions que je vais me poser quand je vais avoir quelqu'un en face de moi, c'est qu'est-ce que vous savez faire et comment vous savez le faire. Et je rejoins ce qui était dit par les étudiants sur notamment la notion de lisibilité. Parce que d'abord, pour pouvoir parler de ce que l'on sait faire, bon, il faut y réfléchir auparavant et le fait d'avoir une approche compétence, ça peut aider justement à structurer la réflexion. Et puis le deuxième point, c'est que moi, en tant que recruteur, j'ai pas une connaissance totale et absolue du contenu de l'ensemble des formations de France. Et j'aurais tendance à dire, même aujourd'hui, on recrute aussi en dehors de France de plus en plus, surtout pour des entreprises de grande taille, voire même des plus petites. Et donc, finalement, plus on apporte de la lisibilité, plus ça va être facile pour moi de voir déjà sur un CV et puis ensuite sur un entretien quelles sont effectivement les compétences qui ont été développées dans le cadre de la formation. Et ensuite, je vais pouvoir travailler sur quelles sont les compétences qui ont été développées en termes de savoir-faire, mise en œuvre. C'était un point qui a été souligné, je pense que c'est très important. Et puis, les compétences que je vais rechercher, elles vont être aussi sur le savoir-être. C'est comment je les mets en œuvre dans une équipe, au sein d'une entreprise. Et même si ça ne fait pas partie obligatoirement du contenu de la formation, c'est aussi les éléments sur lesquels les étudiants doivent réfléchir pour pouvoir mettre en avant effectivement ces compétences plus de savoir-être qui aujourd'hui font partie vraiment des éléments primordiaux lors d'un recrutement. On a tendance à considérer, et c'est une généralité, hein, que finalement, quand on recrute quelqu'un avec un diplôme, une fois qu'on comprend ce qu'il y a dedans et que ça correspond à ce qu'on recherche en termes de métier, que la personne a les connaissances acquises. Par contre, après, la différence va se faire sur est-ce que on va sentir que cette personne a une capacité à travailler en équipe? Est-ce que comment elle se comporte dans un environnement international? Vous citiez l'exemple de l'anglais dans votre animation. Je trouve que c'est une excellente, c'est un excellent exemple. Et donc, voilà, c'est vraiment cet ensemble d'éléments et de compétences qu'il faut être en mesure de mettre en avant pour pouvoir ensuite, je dirais, intégrer l'entreprise. Je rajouterai un point, c'est que vous le savez sans doute, depuis un certain nombre d'années, le législateur encourage par la loi les entreprises à travailler, notamment avec leurs partenaires sociaux, l'approche emploi-compétences. Et ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, il faut bien l'initialiser. Et si les personnes qui rentrent dans l'entreprise ont déjà finalement
une vision de leurs propres compétences avec leur formation et leur diplôme, ça aide quelque part à alimenter l'ensemble de la chaîne et la réflexion ultérieure qui se fait, puisque, vous le disiez, c'est un système dynamique. On a des compétences à un instant T et on continue à en acquérir de nouvelles, à les développer tout au long de sa vie au sein de l'entreprise ou au sein de sa vie professionnelle ou personnelle, tout simplement. Hem, merci, merci, parce que ça nous, voilà pour cette réponse. Je vais passer la parole à Laurent Monton, parce que c'est vrai qu'on a la partie la professionnelle, mais comme Laurent s'est présenté, il y a aussi, la partie pédagogique qui intéresse aussi, voilà, notre public et puis, notamment par rapport à la formation des Evox. Il y a pas mal de choses qui ont changé, hein. Notre façon de travailler notamment, qui a changé, où on a plus travaillé en équipe. Parce que évidemment, pour établir les différentes compétences que l'on vise au travers de notre diplôme, eh bien, il a fallu se mettre d'accord sur un certain nombre de compétences qui permettent de définir le diplôme. Alors, notre objectif, ça a été évidemment de relier les formations universitaires et le monde de l'entreprise, parce que chacun a ses propres codes, son propre vocabulaire, et puis la propre vision des étudiants également. Donc les compétences, pour nous, elles permettent de formaliser les métiers et puis elles sont véritablement un lien entre les diplômes et le monde de l'entreprise. Voilà comment on l'a vu. Donc on a regardé les compétences métiers et puis les compétences propres à l'université et on a mis en place un certain nombre de domaines de compétences particuliers. On en a 6 et puis 3 ou 4 compétences par domaine. Et ça s'est fait par discussion au sein de l'équipe pédagogique du master. Et ce qui a changé, l'impact pour nous, c'est que évidemment, il a fallu s'intéresser à tous les cours qui avaient lieu dans ce master. Et puis, comment en quelque sorte monter le niveau de compétence des étudiants par rapport aux compétences métiers, entre autres, en reprenant nos cours et en les améliorant pour tenir compte de ces compétences. Et ça, je trouve que c'est un point très positif parce que ça nous a permis de nous rapprocher de ce que faisait chacun de nos collègues au sein de ce master-là. Autre impact, c'est la façon dont on a présenté les choses. Qui dit compétence dit forcément, enfin à notre sens en tout cas, changement d'évaluation, de système d'évaluation. Et nous avons complètement changé notre système d'évaluation dans le sens où il n'y a plus de notes sur 20 tels qu'on les connaît habituellement, mais on est plus revenu à un système comme en primaire où on a des couleurs en quelque sorte. Sauf qu'on a 4 couleurs, voire 2, c'est-à-dire que la compétence, elle va être acquise ou en cours d'acquisition. On aimerait en avoir 4, mais on a des soucis encore pour harmoniser tout ça. C'est pas simple à additionner en fait les compétences pour savoir si on donne le diplôme ou pas en quelque sorte. Mais je pourrais y revenir plus tard. Mais voilà, le plus gros impact pour nous, c'est qu'effectivement, ça change nos méthodes d'évaluation et puis ça change notre approche dans le sens où on a une approche plus par projet. C'est intéressant, merci Laurent, parce que on a vu dans le fil de discussion, justement, on va y revenir après, que la question de l'évaluation, voilà, a été posée et c'est vrai que c'est aussi au cœur c'est au cœur des préoccupations des étudiants et des enseignants. C'est vrai qu'on va à l'université souvent, pour avoir un diplôme, mais donc l'évaluation, est au cœur, de cette bah, cette délivrance de diplôme. Justement, là, on a parlé de l'impact. Moi, on a parlé un tout petit peu de l'évaluation. Est-ce qu'on peut passer aux inconvénients? Je vais toujours commencer par les étudiants. Est-ce que vous, Mathis et Léa, vous avez, une idée, enfin, voilà, quelles seraient vos réticences et pour vous, quel est l'inconvénient de passer en approche compétence en tant qu'étudiant? Donc, Euh, je pense que fondamentalement, de toute façon, il faut toujours réfléchir, que ce soit l'équipe pédagogique ou simplement juste comment, la définition des règles. Toujours songer à ne jamais évidemment léser les étudiants. Donc ça veut dire réfléchir et penser l'approche compétence dans telle ou telle discipline ou filière euh, euh, indépendamment des autres, donc chacune au cas par cas. Donc veiller à la compensation, essayer de la penser pour faire en sorte que effectivement l'étudiant ou l'étudiante n'ait pas le sentiment comment dire, d'avoir
était peut-être trop sous-estimé ou sous-valorisé. C'est-à-dire que si on arrive dans une situation où il se dit j'ai quand même validé toutes ces compétences et parce que, je ne sais pas, dans telle ou telle discipline, on ne m'a pas on ne m'a pas validé cette compétence, eh bien, il n'y a pas de compensation, je ne peux pas disposer d'un diplôme. Est-ce que ça veut dire que arriver en master alors qu'en licence, je n'ai pas validé ces compétences? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le niveau pour être en master? Est-ce que vraiment on peut voilà, on peut se demander si parce qu'il n'y aurait plus de compensation, il serait légitime d'empêcher un étudiant d'aller plus loin, alors que à la base, il a quand même un certain nombre de compétences qu'il peut valoriser, d'autant que dans certaines disciplines, par exemple le droit, il y a évidemment des matières dans lesquelles on apprend ou on nous enseigne un certain nombre de choses à faire ou simplement de savoir académique, comme j'ai cru le voir dans le chat, qui ne nous serviront plus après en master parce qu'il y a des branches complètement différentes du droit. Maintenant, voilà, surtout sur ce sujet où je pense qu'il faut vraiment penser les maquettes de façon au cas par cas, à ne léser personne. Voilà, c'est peut-être ma réticence. Et j'imagine que la flexibilité de l'approche compétence permettrait une certaine latitude sur ce sujet. Alors merci Mathis. Je vais juste compléter parce que on m'a dit dans l'oreillette que la définition de la compétence n'était pas claire pour tout le monde. Alors la petite animation, c'était pour vous donner une idée, vulgariser ce que c'est qu'une compétence. C'est vrai que nous, voilà, on s'appuie sur la définition de Jacques Tardif et en fait, on considère que ce sont les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire dans un contexte. Donc, effectivement, pour évaluer ce tout, il faut une activité qui puisse permettre à l'étudiant voilà, d'activer ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être dans un contexte. Une étude de cas, même une dissertation, voilà, j'argumente. Donc, on n'est pas obligé de tout évaluer au même moment. L'évaluation, c'est autre chose, mais la définition de la compétence, c'est ça. Et c'est un processus, comme on l'a montré dans la petite animation. C'est-à-dire que la compétence, elle n'est jamais figée. On a parlé de l'anglais, effectivement, voilà, ça peut être fluctuant. Voilà. Excusez-moi, c'était parce que et dans le guide, on le réexplique pour ceux qui sont inquiets. Et de toute façon, on est là pour vous accompagner parce que c'est hyper important. Vous avez raison, la définition. Et plus on manipulera ces concepts, plus ce sera simple pour nous. Léa, on a parlé de compensation avec Mathis et voilà, de crainte des étudiants d'être lésés par rapport au système de notation. C'est vrai que Laurent a mis ça en avant. Est-ce que tu peux compléter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, pour moi, j'ai deux réticences, notamment comme Mathis par rapport à la compensation. À titre d'exemple, donc je suis en droit et j'ai eu ma licence, mais j'ai toujours validé mes matières de droit, mais pas l'anglais. Donc, est-ce que, à cause du fait que je n'ai pas validé l'anglais ou que je n'aurais pas assez de savoir-faire dans cette matière, est-ce que je n'aurais pas eu du coup mon diplôme? Donc ça, voilà, c'est une interrogation et une inquiétude un peu de l'approche compétence que j'ai. Et aussi par rapport aux notes, je trouve que les notes, c'est bénéfique aux étudiants parce que ça leur permet de se situer, ça leur donne aussi un objectif et ça permet aussi de se dire, même si par exemple on a eu un 14, et ben on peut avoir toujours mieux, on peut toujours mieux faire. Et j'ai peur que cette approche en compétences sans notes crée une sorte d'effet pervers et que les étudiants se contentent un peu du minimum en se disant j'ai acquis et donc je m'arrête là alors qu'on pourrait peut-être faire encore mieux. Voilà. Est-ce que Laurent, tu veux répondre? Oui, oui. Là, pour répondre, il faut passer la journée. Non, clairement. Par exemple, si on prend l'anglais, et l'anglais n'est pas une compétence en tant que telle pour nous, en fait, dans notre diplôme, elle est plutôt savoir s'exprimer à l'oral ou voilà, ce genre de choses. Et il n'y a pas que l'anglais qui entre en compte ici. Il y a aussi le fait de faire un exposé, savoir s'exprimer, etc. L'anglais n'est pas la seule à entrer dans cette compétence-là. Ensuite, on n'a pas à valider toutes les compétences. Pour nous, on a 6 domaines de compétences et dans chacun des domaines, on a des compétences particulières dont, par exemple, dans un des domaines, on aura savoir s'exprimer à l'oral, etc.
rien n'empêche d'avoir le domaine, d'acquérir le domaine de compétences, pourquoi pas, sans avoir la compétence, savoir s'exprimer correctement à l'oral. Voilà, il ne faut pas isoler les choses et on n'a pas besoin d'avoir toutes les compétences. Ensuite, les notes. Les notes permettent de situer les étudiants. Ben, oui et non, parce que les notes, moi, je trouve qu'elles sont quand même très subjectives. Elles dépendent d'un enseignant, elles dépendent de beaucoup de choses. Après, quand on parle au niveau compétences, moi, je trouve que ça éclaircit les choses quand même. C'est-à-dire qu'on n'aura pas tous la même version de comment évaluer une compétence. Alors, il n'y a plus de notes, il n'y a plus de notes en tant que telles, hein, mais il y a quand même beaucoup d'évaluations. Et ces évaluations, elles sont mises en ligne. Les étudiants peuvent les voir au fil de l'année. Ils peuvent avoir un bilan de compétences en quelque sorte au fil de l'année. Et moi, je trouve que c'est plus objectif que d'avoir des notes. Voilà, on pourrait, je sais, comment dire, on a un examen d'anglais, par exemple, à moitié oral, à moitié écrit, eh bien, on va avoir une note de 12 parce qu'on aura eu 10 sur 10 à l'écrit et 2 à l'oral. Est-ce que ça permet de vous situer? Moi, j'en suis pas sûr. Ça vous donne un 12, mais ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que vous êtes mauvais à l'écrit, mauvais à l'oral. C'est pas aussi simple que ça. Encore que là, pour l'anglais, pour le coup, on a compétences orales, compétences écrites. Mais si on prend d'autres unités et d'autres UE, les choses ne sont pas si simples. Donc, alors que par compétence, savoir s'exprimer à l'oral, savoir faire un calcul, etc., ça me paraît beaucoup plus cohérent et finalement plus visible pour tout le monde, hein, que ce soit pour celui qui fait l'évaluation, celui qui l'a subi, l'étudiant, celui qui l'a créé, l'enseignant. Moi, je trouve ça plus clair, beaucoup plus lisible en tout cas. Voilà. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Oui, merci Laurent. Avant de passer la parole à Monsieur Varteressian, je voulais juste préciser que le Master EOX a décidé d'arrêter les notes, mais c'est pas du tout le dogme de l'approche compétence. C'est-à-dire que voilà, ça a été un choix de l'équipe pédagogique, mais c'est pas du tout ce qui est présenté voilà, dans l'approche compétence. On peut tout à fait garder les notes. En revanche, la question de la compensation se pose, et ça, vous avez raison de le souligner, Léa et Mathis, parce qu'effectivement, dans une approche compétence, quand on est super bon, je ne sais pas, on a une UL libre chorale et qu'on a 2 en droit, bah, évidemment, là, ça marche plus, ça se compense pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça se compense déjà pas de toute manière. L'idée, c'est que le disciplinaire de votre diplôme soit de toute manière évalué ensemble et pas compensable par voilà, des UE autres. Voilà, c'était juste pour dire les notes ne sont pas, voilà, ne font pas partie, la suppression des notes ne fait pas partie de l'approche compétence. C'est une option, mais ce n'est pas obligatoire. Et Monsieur Varteressian, je voulais vous passer la parole après cette précision. Si vous voulez compléter par rapport voilà, à ces inconvénients et à cette réflexion. Oui, je commencerai sur les inconvénients avec, vous citer une anecdote. La première fois que j'ai été amené à travailler sur les compétences et la description d'un référentiel de compétences, c'était il y a une vingtaine d'années chez Renault. Et en fait, on était confronté à une diversité d'approches, une diversité d'expressions des compétences. Et je me rappelle du mot qu'avait eu le DRH à l'époque du groupe Renault, qui avait dit, bon, bah, en fait, on sera sans doute pas capable de les mettre en tant que tels dans un système d'information pour recenser les compétences sur les 120 000 personnes du groupe Renault, et on va laisser pousser les petites fleurs dans le sens où on va dire, ben, on va laisser en fait les équipes locales développer leur propre référentiel. Et je crois que finalement, depuis 20 ans, ça fait partie d'une des difficultés, je dirais, de l'approche compétence. Alors, pas simplement, et là je parle vraiment sur le monde de l'entreprise, c'est que effectivement, il n'y a pas de standard, je dirais, au sein des entreprises. Et même dans une entreprise, il peut y avoir plusieurs types de référentiels. Et ça peut avoir tendance à mettre de la complexité et de la confusion. Donc, voilà, ça, si effectivement les travaux peuvent se mener ou arriver effectivement à un certain niveau je dirais de standardification, ça peut être intéressant pour permettre finalement d'avoir une lisibilité partagée par tous. Vous citiez, alors c'était dans le cadre universitaire de la question de l'évaluation, mais on a aussi des différences d'approche dans l'évaluation des compétences au sein de l'entreprise.
Pour vous citer, je dirais ce que moi j'ai vécu dans le monde industriel, on avait une évaluation à 4 niveaux, qui était la personne a la connaissance, elle sait faire des tâches simples dans le cadre de cette compétence, elle sait faire des tâches complexes ou elle sait transmettre. Et donc, voilà, elle atteint un niveau de maîtrise suffisante pour pouvoir transmettre en fait la compétence à d'autres. Et nous avions des personnes qui étaient effectivement en charge de vérifier opérationnellement dans le cadre vraiment de la mise en œuvre concrète, comment ça se fait. Je vous cite cet exemple-là, mais effectivement, les approches peuvent être différentes suivant les entreprises. Et là encore, effectivement, cette question d'évaluation, ça peut être un thème intéressant à travailler. Et puis après, je vous entendais parler effectivement de la question de la compensation et la question du diplôme. Alors, le diplôme, c'est quelque chose d'important. Je ne vais surtout pas revenir là-dessus, mais je veux aussi témoigner du fait que dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, il y a quand même une évolution. Alors, qui n'est pas d'un seul bloc, hein. Il y a encore des entreprises qui sont extrêmement attachées à la notion de diplôme et à des diplômes en particulier. Mais je vois quand même au fil des ans une évolution pour se dire, finalement, on va plus s'attacher à ce que la personne sait faire, quelles que soient les modalités qu'a eu cette personne pour acquérir ses compétences. Je vais vous donner un exemple très simple, alors, qui est peut-être caricatural à un type métier, mais quand j'étais DRH de la filiale digitale de Renault, euh, quand je recrutais un développeur, je m'attachais à savoir concrètement quels étaient les langages dans lesquels il était capable de développer. On testait sur sa technique de développement, sur la qualité de son développement. On regardait beaucoup son savoir-être. Se dire, on va prendre à tel niveau de diplôme ou tel diplôme, ou à contrario, quelqu'un qui n'a peut-être pas de diplôme dans le domaine, mais qui a acquis les compétences. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que la personne soit capable d'opérer opérationnellement. Et donc, voilà, je m'étais quasiment totalement affranchi de cette notion de diplôme. Alors, c'est un cas particulier, ça ne vaut pas obligatoirement vérité partout, mais je crois quand même qu'il y a aussi une tendance de fond de la part des entreprises pour vraiment s'attacher à cette notion de compétence. Et plus les diplômes pourront traduire finalement les ensembles de compétences qui ont été acquises et mises en œuvre, et plus quelque part ça facilitera l'approche pour l'entreprise. Merci de cet exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la table ronde qui veut réagir à cet exemple? Parce que c'est un peu, voilà, on est dans une table ronde universitaire, c'est un peu on peut, voilà, moi, je trouve ça intéressant de dire ça et en même temps, je trouve ça aussi, du coup, intéressant que le monde, universitaire et les diplômes puissent afficher, voilà, justement, les compétences qui ont été, acquises aussi dans les cadres des diplômes. Pour avancer dans le débat, on a parlé des avantages, des inconvénients, voilà, de l'impact que ça a sur les formations. Est-ce que, alors je vais commencer par, toujours, Léa et Mathis. Est-ce que vous avez, un exemple d'une évaluation dans, bah, du coup, dans vos 2 formations qui, voilà, se ressemblent un peu, qui mobilise justement ces savoirs, ces savoir-faire et ces savoir-être? Est-ce que, voilà, dans vos masters, respectifs, cela existe déjà? Léa? Oui, depuis la licence, on met en place des cas pratiques. Et là, en master, on a vraiment quasiment que cette épreuve-là. Donc, le cas pratique, c'est très concret. On nous met dans une situation réelle. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans le monde professionnel dans lequel on désirait être plus tard. Donc, je pense que c'est vraiment l'exemple type. Et je sais que certains ont aussi des procès fictifs. Je pense que ça correspond aussi au savoir-faire. Merci Léa. Mathis, est-ce que vous voulez compléter? Je ne suis pas persuadé de voir d'autres réels travaux qui correspondraient. Cela dit, je voulais juste revenir une remarque que j'aurais voulu faire juste avant, c'est que sur la notation, euh, c'est très, très intéressant que ça reste une possibilité. Par exemple, pour un certain nombre, je ne sais pas si cette remarque sera vraiment pertinente, mais pour un certain nombre de disciplines, il y a des concours à l'arrivée. Par exemple, en préparation de concours dans mon master, sur chaque copie, l'enseignant inscrit notre note évidemment, et si on est admissible ou non en fonction de la note qu'on a eue.
Et de ce point de vue-là, est-ce que vous pensez que la solution serait de rester au final, même si on passe en approche compétence, en tout cas au moins dans cette matière, sur des notes, afin de pouvoir se situer là-dessus, ou est-ce qu'il y a une évolution envisageable? Est-ce que vous pensez que sur ce point d'interrogation, il y a des évolutions qui pourraient intervenir, même au niveau des concours, même au niveau euh, voilà, des examens nationaux pour lesquels finalement c'est quand même la note qui prime pour un certain nombre en tout cas. Comment Laurent, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, oui, je veux bien, même si nous, on a travaillé au niveau master et effectivement, une fois qu'on a le master, il n'y a plus trop d'examens nationaux, mis à part postuler pour une thèse, pour un doctorat. Alors effectivement, hein, le problème s'est posé au niveau du doctorat, comment évaluer un diplôme qui est par compétence par rapport aux autres. Mais c'est pas parce qu'il y a compétence qu'il n'y a plus d'évaluation, encore une fois. Sauf que l'évaluation, elle va pas être faite, si je schématise, de maths et d'informatique. Clairement, c'est pas parce que on n'a plus de mathématiques et informatique purement sous cette forme-là qu'il n'y a pas de notes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer les étudiants entre eux. Ça ce que l'on donne en fait à la fin, hein, à tous les étudiants. Donc, on a nos domaines en orange et puis les compétences en vert ou orange. Vous voyez, par exemple ici, ça va savoir visualiser les données, comprendre les données, c'est en orange, ça veut dire que c'est en cours d'acquisition, c'est pas acquis. Et les compétences en vert sont acquises. Voilà, donc on peut comparer les étudiants de cette façon-là en disant un étudiant a les 6 domaines ou n'a pas les 6 domaines, etc. Et puis, on a des pourcentages, nous, clairement, qu'on ne donne pas aux étudiants, mais qu'on peut faire valoir si jamais on nous les demande pour poursuivre un cursus particulier, par exemple. C'est-à-dire le pourcentage. Je m'explique. Savoir mettre en œuvre des techniques algorithmiques, eh bien, cette compétence-là a été évaluée un certain nombre de fois dans différentes matières, hein, pas dans une seule, dans plusieurs matières, plusieurs fois, à travers des projets, par exemple. Eh bien, on peut donner le nombre de fois où cette compétence a été validée. Et ça nous permet de dire que, par exemple, elle a été validée à 90%. Et on a ça pour chacune des compétences. Au final, ce qui est important pour nous et pour l'employeur, c'est de savoir quelles sont les compétences acquises par un étudiant. Nous, c'est ce format-là que l'on donne à la fin. Mais pour, par exemple, comparer des étudiants entre eux pour faire une thèse ou autre, entre autres, on est capable de fournir des éléments plus, je ne dirais pas plus pertinents, mais plus précis. Et puis, pendant que j'y suis, j'ai un petit examen ici qui vous montre, voilà, c'est un examen d'une certaine UE que je fais avec un collègue. Et vous voyez que pour la compétence, par exemple, 3.1, donc domaine 3, compétence 1, eh bien, il y a plusieurs compétences qui s'y rattachent, plusieurs aptitudes. On appelle ça les aptitudes qui se rattachent à une compétence. Par exemple, savoir tirer parti des atouts, du relationnel, etc. Et puis, mon collègue, lui, c'est les parties en foncé, moi en clair. Vous voyez qu'on a chacun nos projets, mais ça se rattache à une même compétence. Voilà comment on fait et on donne ces compétences-là, en fait, aux étudiants qui savent sur quelles compétences ils vont être évalués à l'avance. Donc, il n'y a pas de surprise et ça leur permet de s'y préparer, clairement. Merci Laurent. Oui, c'est vrai que pour les étudiants, c'est un vrai avantage. Je pense qu'il y a pas mal de questions. Oui. Bonjour à tous. Question et en même temps donner un éclairage. J'ai passé un examen professionnalisant en 89 et j'étais déjà évalué en compétences. Par des comment dire, des compétences notées en vert et en rouge à l'époque, avec une obligation de faire une évaluation dite formative et une évaluation dite sommative, permettant de se préparer à l'évaluation. Moi, je suis intéressé par ça, mais comme je l'ai vécu de l'intérieur, j'ai quelques petites réticences. Il faut savoir que ce diplôme qui était un BEP à l'époque, hein, c'est pas le problème. À la fin, il a fallu dans nos systèmes numériques que sont le monde qui nous entoure, il a fallu le transformer en notes.
Et ils ont réussi à me donner un diplôme avec 17 sur 20, ce qui n'est absolument pas du tout ma qualité à l'époque, loin s'en faut. Mais le fait est que par produit en croix ou je ne sais quoi. Et donc, je me pose tout simplement la question. Moi, je serais peut-être pour l'arrêt des notes, ça, c'est pas un souci, mais ce qui m'embête, quelque part, c'est que je me mets à la place de l'entreprise. Si chaque université, chaque département fait sa sauce autour du thème compétences, il faudrait que chaque entreprise comprenne la logique d'évaluation par compétences de chaque filière, chaque département, etc. Je ne suis pas sûr que ça lui allège le travail. Alors oui, il y a un guide de compétences nationales, ça je l'entends, mais moi personnellement, et pour être présent ici, je serais assez content qu'on ait au moins sur l'Université du Havre des grands guides pour qu'on essaye de faire à peu près tous les choses dans le même sens pour qu'au moins sur le tissu local industriel, il y ait une reconnaissance de notre façon de faire. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Vincent, la question, c'est aussi l'harmonisation, c'est ça, si j'ai bien compris. L'harmonisation de nos pratiques. L'harmonisation des pratiques et j'aurais du mal à comprendre, et même si ça s'appelle la liberté pédagogique, il y a des diplômes avec notes, des diplômes sans notes, des diplômes avec des moyennes, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est au niveau national? Est-ce qu'il y a une volonté d'arrêter les notes ou pas? Qu'est-ce que les entreprises aimeraient? Enfin, voilà. Encore une fois, c'est pas parce qu'on passe un diplôme en approche par compétence qu'on doit supprimer les notes. Ça, c'est un choix pédagogique qui a été fait par l'équipe du Master eVox, mais c'est pas… Ça, je l'entends bien, mais si on va tous par là, il faut quand même qu'on choisisse peut-être de faire des choses concertées. Voilà. Mais je voudrais avoir l'avis de l'entreprise, moi, de l'entrepreneur surtout. En fait, votre propos, il rejoint ce que, enfin, en tout cas, je pense, ce que j'exprimais tout à l'heure sur la difficulté qui était aussi vécue en interne par les entreprises, parce qu'il n'y a pas d'harmonisation aussi entre les entreprises. Et oui, c'est un besoin d'aller vers cette harmonisation. Quelque part, le besoin, c'est effectivement comment une entreprise peut être capable le plus rapidement possible, le plus simplement possible, d'identifier effectivement les compétences qui sont réellement acquises et mises en œuvre. On va se dire dans l'optique d'un recrutement et ensuite dans l'optique d'une progression de compétences tout au long de la vie professionnelle. À un certain moment, le diplôme pouvait répondre peut-être à ça. Aujourd'hui, mon constat, mon expérience, c'est que peut-être avec une diversité accrue des diplômes au fil du temps, peut-être une difficulté de lisibilité, ce qui était exprimé aussi dans le sondage, ça ne suffit pas et il faut peut-être aller plus loin. Mais effectivement, si on se retrouve avec une jungle d'approches, on risque de remettre de la complexité. Alors, ça sera toujours mieux, je pense, d'avoir la visibilité sur les compétences qui sont acquises, mais ça sera aussi effectivement plus facile si c'est un tant soit peu harmonisé. Après, j'entends le débat sur les notes. Alors, c'est une question qui est très vaste et qui dépasse largement le cadre, je dirais, de la vie que je peux avoir en tant qu'entrepreneur. Je peux simplement vous dire que quand je fais du recrutement, je ne regarde pas la note qu'a eu la personne à son diplôme. C'est quelque chose. Enfin, voilà, je regarde qu'est-ce qu'elle sait faire, quelles sont ses expériences. Je trouvais très intéressant ce qui était exprimé par l'étudiante qui parlait finalement des mises en situation, parce que c'est typiquement le genre de choses que je vais aller rechercher dans l'expérience de la personne pour la faire parler après sur comment elle l'a vécu, quelles sont les difficultés qu'elle a ressenties, quelle progression pour quelque part comprendre, mieux comprendre cette personne et mieux la projeter en situation de travail dans l'entreprise. Mais et là encore, hein, c'est vraiment ma vision d'entreprise. La note, moi, je la regarde absolument pas. Merci pour cette réponse. On va aller sur les autres questions. Si Damien, tu veux lire les questions qui ont été posées dans le fil de discussion. Il y avait d'autres questions, notamment, je pense, pour Laurent, celle-ci.
La question, s'il y avait des réticences de collègues enseignants à s'engager dans cette évolution pédagogique, et oui, comment vous avez contourné le problème ou voire résolu le problème? Des réticences, des craintes de devoir modifier beaucoup de choses, oui, il y en a eu. Mais après, on a eu la chance de bénéficier de 2 ingénieurs pédagogiques très compétentes qui nous ont aidés à trouver en quelque sorte notre référentiel de compétences et à mettre en place tout cela. Moi, je pense qu'il faut vraiment se faire aider et dire que s'il y a des personnes compétentes sur ça, ce sont les ingénieurs pédagogiques. Et à partir de là, on est vraiment guidé et on se laisse orienter et on monte un projet sans trop de problèmes, on va dire. Mais effectivement, hein, il faut que tout le monde adhère à ce principe-là. À partir du moment où une personne de l'équipe pédagogique n'est pas d'accord, ça devient compliqué. Il suffit de présenter les avantages et Cécile, par exemple, qui faisait partie des ingénieurs pédagogiques à ce moment-là, nous a permis de bien voir tous les avantages et aussi les inconvénients qu'il y avait à passer en compétences. Mais ça nous a Il y a, motivés encore plus. il y a Vincent qui aimerait avoir le détail précis du pourcentage de personnes réticentes. Non, pas Non, précis, mais pour savoir quelle est la quantité de travail de persuasion à mener, parce que tout seul, ça me semble difficile. Non, mais on était tous plus ou moins d'accord sur le principe. Il y a pas vraiment de souci sur ce point. D'accord, ouais. Voilà, plus sur le changement de notation, mais pas sur le côté compétences, non. Est-ce qu'on prend une dernière question, Damien? Il y en avait plusieurs. Il y en avait une sur les savoirs d'ordre philosophique, historique, conceptuel, etc. Certaines disciplines ne s'y retrouvent pas, en tout cas dans l'esprit de diplôme opérationnel. Donc, en gros, moi, je comprends la question sur quid des savoirs qui ne sont pas opérationnels et qui ne sont pas là pour être valorisés lors d'un recrutement. Je vais y répondre notamment en tant qu'accompagnatrice d'équipe parce qu'en fait, quand on regarde toutes les UE, voilà, une par une et qu'on traduit ça sous forme de compétences, il y a on n'est pas pour le tout utilitaire. Et par exemple, s'il y a un des enseignants je donne toujours le même exemple, mais qui produit, voilà, là, moi je fais l'histoire de l'informatique, les étudiants ils adorent, ça dure 4 heures, moi j'adore le faire, ça fonctionne. Et ben en fait, toute l'équipe pédago est d'accord pour le garder. Et en fait, l'idée, ça n'est pas d'être toujours dans l'opérationnel, mais c'est d'avoir une homogénéisation du diplôme et d'avoir un consensus, en fait. C'est-à-dire que on n'est pas là pour, je veux dire, l'université monte en compétences des étudiants depuis des années, ça a toujours été le cas, ça fonctionne. L'approche compétence, c'est juste le dire. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'en lettres, je veux dire, en lettres, on produit voilà, des rédacteurs, des attachés territoriaux, des journalistes, moi j'ai fait lettres, voilà, plein de gens et on n'a pas besoin pour autant de dire, voilà, savoir disserter sur un ouvrage du Moyen-Âge. Effectivement, je ne m'en sers pas tous les jours. En revanche, je pense que ça a construit ma manière de penser. Et ça, c'est important de le dire aussi pour, voilà. Je suis désolée, j'ai répondu à une toute petite partie. Est-ce Peut-être que qu'on peut demander à l'employeur justement s'il regarde voilà. aussi les savoirs autres que opérationnels concrets directement. Alors, oui, tout à fait. Voilà, je voudrais pas que vous imaginiez les uns et les autres que je vais m'attacher uniquement au côté hyper opérationnel. Et je trouve que l'exemple qui était donné sur l'histoire des sciences est extrêmement intéressant parce que c'est aussi comme ça que vous pouvez donner du sens à votre travail, que vous pouvez aussi comprendre et mettre en perspective. Et ça, somme toute, effectivement, vous n'allez peut-être pas l'utiliser tous les jours, mais vous pourrez aussi l'utiliser dans un cadre professionnel d'entreprise et je pense que ça a un intérêt. Je pourrais aussi vous parler de mon cas personnel. Je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé 25 ans dans les ressources humaines. Il est certain que les savoirs techniques que j'ai appris je dirais, tout au long de ma formation, j'ai eu rarement l'occasion de les mettre en œuvre. Par contre, avoir une logique de raisonnement qui me permettait aussi de travailler avec mes collègues, qui me permettait aussi de les comprendre, qui me permettait, je dirais, d'avoir une approche culturelle, m'a sans doute beaucoup aidé dans mon travail, notamment dans le milieu industriel, mais aussi dans le digital.
Donc, voilà, je ne mettrai pas du tout de côté je dirais des savoirs qui peuvent paraître a priori pas immédiatement opérationnels. Merci pour cette réponse. Est-ce que les étudiants, est-ce que Mathis et Léa, vous voulez compléter? Pour moi, c'est très important aussi l'approche, je vais prendre l'exemple des études de droit, mais historique, ça permet de comprendre l'évolution du droit et de se rattacher à des grands principes. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout se détacher de cet aspect un peu plus raisonnement et idéologique des matières et que ça peut nous servir voilà, tout au long de notre vie, peut-être pas sous une forme dure de compétences, mais à raisonner, à réfléchir et ça nous sert indirectement. Merci Léa. Damien, est-ce qu'on peut prendre 2 dernières questions? Il y avait une question sur la priorisation des compétences. Faut-il prioriser les compétences de type obligatoire et des compétences annexes? Peut-être pour Laurent. Oui, mais on n'en a pas, nous, personnellement. On n'a pas de compétences. Elles se valent toutes. En fait, si on raisonne en bloc de compétences, on peut aussi raisonner en termes de niveau. Et souvent, on donne l'exemple du pilote d'avion. Voilà, on va pas dire j'ai la compétence, je décolle, j'ai la compétence, j'atterris. Désolé à tous, je ne sais pas atterrir. Voilà, à un moment donné, une compétence, c'est aussi un tout. Et c'est important. D'ailleurs, les professions du médical, enfin, les sages-femmes, les infirmières en France ont été les premiers aussi à mettre en avant le besoin de ce tout, de ce processus et de ne pas découper. Après, je ne sais pas si Mathis, Léa ou Olivier Vartéressian veulent compléter sur cette question d'annexes, compétences annexes et compétences primordiales ou premières. C'est difficile. En fait, normalement, on parle même de blocs ou de voilà. Donc c'est compliqué on pourrait donner des niveaux, mais découper. Je ne sais pas si Damien, il y a une autre question. Alors, peut-être la dernière question. Alors, faisons-nous confiance à l'institution universitaire pour faire évoluer ses pratiques et que les compétences affichées dans un diplôme soient effectivement maîtrisées? Y a-t-il un regard extérieur, audit, certification, pour juger de la réalité de cette évolution? En gros, est-ce que les compétences qui sont dites être maîtrisées quand un étudiant a un diplôme, est-ce que c'est uniquement l'université qui est garant de la maîtrise de ces compétences-là, ou est-ce qu'il y a un regard extérieur? Alors, je sais qu'il y a Michael Hochkorn Voilà. qui suit la discussion, qui est notre vice-président, s'il veut répondre. Là, je pense qu'on est quand même de nombreux collègues de l'établissement à participer. Il y a eu beaucoup d'échanges là intéressants sur le rôle des équipes pédagogiques, sur la manière dont on pouvait aussi leur faire confiance pour mettre en sorte des ensembles cohérents qui allaient vers la construction. Alors, d'une compétence, 2 compétences, je crois que le débat, il est revenu régulièrement dans le fil de discussion, parce que là, c'est certainement un concept qui est un peu moins arrêté. En tout cas, oui, les équipes, elles veillent depuis le début d'un processus d'accréditation à ce qu'il y ait une cohérence dans la mise en place des maquettes, à la fois dans l'équilibre des disciplines, dans la répartition horaire, même si j'entends bien dans la dernière remarque de Vincent qu'effectivement, quand il y a des compressions des volumes horaires, ça engendre d'autres questions et que peut-être sur le plan pédagogique, ça remet un nouveau défi aux équipes pour s'adapter. En tout cas, on a un processus d'accréditation avec des évaluations externes, avec des regards extérieurs et surtout la caution et l'accompagnement aussi par le monde professionnel d'un ensemble de nos diplômes, la manière aussi dont justement la professionnalisation s'effectue. Je crois que la boucle est assez bien bouclée. Après, la question qui est venue tout à l'heure sur la lisibilité de nos diplômes, c'est une vraie question et ça interroge beaucoup d'équipes d'ailleurs, parce que c'est la compréhension de nos formations et de la compétence ou des compétences de nos étudiants à l'extérieur. J'en profite pour remercier Olivier Vartéressian, Léa Lécuyer, Mathis Moisson et Laurent Amonton. Franchement, c'était très intéressant. Je crois qu'on aurait pu continuer longtemps. Il y avait plein de questions en fait de la communauté que j'ai vu passer et on trouve toujours ça dommage de devoir conclure. Mais merci encore de votre participation. Et bonjour Marina Kaplan en direct de Montréal. Merci à vous. Merci beaucoup à tous.